Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord. C'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site. Et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent,
il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Quoi ? Une immense île volante juste au-dessus de votre tête. À l'ère de l'IA, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une vidéo générée par un réseau neuronal, mais vous devez savoir que premièrement, c'est tout à fait réel, que deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter cette île, et que troisièmement, il se pourrait bien qu'elle détienne la clé du secret de l'Eldorado. Cet endroit s'appelle Roraima, et il ne s'agit en réalité pas d'une île, mais d'une montagne. En raison de plusieurs facteurs, nous avons l'impression de voir une île flotter au-dessus de nous. Mais tout cela est dû au sommet plat de la montagne. Elle n'a pas de pic, et présente donc un plateau, et les nuages épais qui l'entourent se fondent dans le ciel, créant une illusion d'optique. Malgré les progrès de la technologie satellitaire et l'accès abordable aux voyages en avion, il subsiste encore quelques endroits sur Terre que l'on peut qualifier d'inexplorés. Le mont Roraima est l'un d'entre eux. Il existe depuis près de 2 milliards d'années et constitue l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Certains scientifiques pensent que cette région faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore une montagne. Lorsque le supercontinent s'est fragmenté, l'érosion a créé cette merveille géologique en forme de table. Cependant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, ce n'est pas son âge, mais le fait qu'il semble encore préhistorique, presque intact. Cela s'explique par l'exploration tardive de cette partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs,
Nous découvrons encore chaque année de nouvelles espèces de faune et de flore dans ces environs. Pour une montagne, elle est relativement petite, seulement 2810 mètres. Certaines villes sont situées à une plus grande altitude, comme La Paz en Bolivie, qui culmine à 3640 mètres. Des gens pourraient donc vivre dans la région du mont Roraima, malgré son accès difficile. Cependant, il y a un hic. Les Paimon sont les premiers à avoir habité cette région et ils possèdent une tradition mythologique incroyablement riche. Par exemple, leur mythologie met en scène des divinités qui vivent sur les tépuis, des montagnes au sommet plat situées dans les prairies. Ces montagnes sont considérées comme sacrées et interdites aux vivants, car elles seraient le lieu de résidence des esprits ancestraux, les Mawari. Il existe donc des traditions qui interdisent de vivre dans cette région, mais certaines sources affirment néanmoins que des communautés locales y habitent. Cependant, les problèmes ne sont évidemment pas seulement liés aux esprits, mais aussi aux possibilités d'emploi très limitées. Des visites guidées sont toutefois proposées. Que verrez-vous si vous osez vous rendre dans cet endroit? Au pied de la montagne se trouve une forêt tropicale humide à feuilles persistantes, avec des arbres dont la hauteur varie entre 25 et 45 mètres, certains spécimens pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres. La plupart d'entre eux sont endémiques, ce qui signifie que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez les trouver. Vous verrez également des orchidées aussi grandes qu'un arbre de taille moyenne. Ce n'est pas surprenant. En raison de l'isolement de cet endroit, les espèces qui y vivent ont suivi un parcours évolutif complètement différent de celui de la plupart des espèces végétales et animales de notre planète. Ensuite, vous aurez toutes les chances de tomber sur une cascade au pied du Roraima. Elle coule là depuis des millions d'années. Fait amusant, il n'y a pas de rivière au sommet du Roraima. Ce sont les précipitations qui s'infiltrent dans les roches poreuses qui créent ce spectacle incroyable. Tout cela donne l'impression d'un monde perdu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des tépuis et de leurs hauts plateaux pour écrire son roman « Le Monde perdu ». Oui, il n'est pas seulement célèbre pour Sherlock. Parmi ces merveilles naturelles, le Roraima se distingue comme le tépui le plus accessible. Il existe d'autres formations similaires, mais elles sont beaucoup moins faciles d'accès. Oui, parmi toutes ces montagnes, le Roraima est peut-être le plus facile à atteindre, mais cela reste très difficile, même avec toutes les technologies modernes. Alors, comment a-t-il été découvert? Difficile à dire, mais il existe une théorie étayée par des documents officiels. Au XVIe siècle, Sir Walter Raleigh, admirait son col et sa belle moustache, était une personnalité importante du monde élisabétain, soit le règne d'Élisabeth Ier. En 1594, il entendit parler d'une grande cité d'or située près du fleuve Caroni. Cette idée lui resta en tête. Peut-être voyait-il là un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, il partit explorer ce qui est aujourd'hui la Guyane et l'est du Venezuela, et il décrivit avec précision le mont Roraima. Le 22 mars 1595, une flotte anglaise dirigée par Walter Raleigh apparut au large des côtes de Trinidad. Raleigh tenta de se montrer aimable avec les colons espagnols, en faisant du commerce et en les invitant même à bord de ses navires pour se divertir. Après quelques vers, les Espagnols lui révélèrent qu'une certaine personne menait des activités particulières en Guyane, recueillant des informations sur la géographie du territoire et les trésors cachés à l'intérieur des terres. Le 7 avril, Raleigh lança une attaque surprise sur la ville de San José et réussit à capturer cette personne. Après l'avoir interrogé pour obtenir des informations, Raleigh annonça son intention de se rendre en Guyane à la recherche de la légendaire Cité d'Or. Comme ces navires ne pouvaient pas naviguer dans les chenaux étroits du delta de l'Orénoque, Raleigh fit modifier l'un d'entre eux, probablement une galéasse. Ce navire pouvait transporter 60 hommes et 40 autres furent répartis dans des embarcations plus petites. La progression fut lente dans le delta et ils se perdirent dans ce que Raleigh décrivit comme un labyrinthe de rivières. Finalement, ils arrivèrent au Caño Manamo, puis dans le cours principal de l'Orénoque. Un peu plus en amont, à la confluence de l'Orénoque et du Caroni, Raleigh rencontra un chef indigène nommé Topiawari,
avec lequel il s'entendit très bien. Topiawari lui révéla que son peuple avait été chassé de l'intérieur de la Guyane par une tribu féroce venue de l'ouest. Cela renforça la croyance répandue, partagée par les Espagnols et Raleigh, selon laquelle Eldorado abritait des Incas fugitifs venus du Pérou. Topiawari mentionna également que la tribu envahissante était riche en or et affirma que leur ville la plus proche, à seulement 4 jours de marche vers le sud, était la source des plaques d'or que l'on trouvait dans un vaste rayon. Mais il laissa entendre que des trésors encore plus précieux se trouvaient un plus loin dans les terres. Raleigh se rendit ensuite à l'embouchure du Caroni, mais de forts courants l'empêchèrent d'avancer. Il envoya 2 groupes de reconnaissance à terre tandis qu'il en dirigeait un 3e. Ils trouvèrent quelques pierres brillantes qu'ils s'empressèrent d'extraire du sol, mais la plupart s'avérèrent sans valeur. Ils apprirent qu'un immense lac d'environ 64 km de large, rempli d'or alluvial, se trouvait à la source du Caroni. Cependant, sans moyen d'avancer et avec la montée des eaux de l'Orénoque, Raleigh dut annuler l'expédition, espérant revenir lorsque les conditions seraient plus favorables. Ce n'est qu'en 1616, plus de 20 ans plus tard, que Raleigh obtint de Jacques Ier l'autorisation de tenter une 2e expédition en Guyane. Il assura au roi qu'il pourrait extraire beaucoup d'or d'une mine située près du Caroni, dont il avait entendu parler lors de son précédent voyage. Jacques lui ordonna expressément de ne pas entrer en conflit avec les Espagnols, qui contrôlaient toujours la région de l'Orénoque. À son arrivée en Amérique du Sud, Raleigh resta à bord du navire et envoya Lawrence Keymis et une équipe à la recherche de la mine. Pour des raisons qui restent obscures, Keymis finit par attaquer et capturer la ville espagnole de Santo Tomé, ce qui entraîna la mort du fils de Raleigh, Watt, au cours de l'escarmouche. Incapable de trouver la mine, l'équipage retourna au navire et, face à la colère de Raleigh, Keymis sauta la vie. De retour en Angleterre, Raleigh fut jugé pour avoir prétendument menti au sujet de la mine et tenté de provoquer un conflit avec l'Espagne, ce qui conduisit finalement à son exécution. Ou peut-être étaient-ce les esprits Maoris qui n'avaient même pas apprécié son intrusion? Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte?
Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Namma. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au VIe avant notre ère et au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Namma pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal.
La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1121. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exerçaient leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain,
Les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Giangola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage lidar, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage,
tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Tonis Héracléon constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu. Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyanganj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyanganj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale. Une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyanganj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ces fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyanganj. Pour le faire, il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyanganj serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyanganj apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyanganj. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyanganj. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyanganj, dissimulant la vallée aux yeux des humains,
à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyanganj. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique. Et voici pourquoi. On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elle peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde. Les textes anciens indiquent que Gyanganj possède un centre et 16 zones destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au soleil et à la lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyanganj ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyanganj, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre, de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville. Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyanganj à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyanganj fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyanganj nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez, que distinguez-vous là-bas?
Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel. Alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient,
Ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines.
Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de ces vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes
et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre.
C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur pot d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmées,
Des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Au Pérou, les archéologues ont fait une découverte qui bouleverse les manuels d'histoire. Une souveraine précolombienne. Sur le site vieux de 16 siècles de Pañamarca, les scientifiques ont mis au jour une salle du trône ornée de fresques éclatantes. On y voit des femmes en train de filer ou de tisser, des hommes portant la couronne, et même une femme couronnée en train de s'adresser à un homme oiseau. Cette découverte laisse penser que les femmes moches n'étaient pas que des figures religieuses, mais qu'elles détenaient également un véritable pouvoir politique. Les micro-maisons sont un concept très actuel, mais les archéologues pensent en avoir trouvé une version antique à Pompéi. Contrairement aux demeures romaines traditionnelles, avec leur vaste atrium destiné à recevoir, celles-ci n'en possédaient pas. En revanche, elles regorgeaient d'œuvres d'art. À l'intérieur, on a découvert un autel décoré de peintures représentant rapaces, moineaux, serpents et plantes. L'autel abritait aussi des objets rituels comme une lampe et un brûleur d'encens, ce dernier contenant encore des résidus d'herbes parfumées. En 2021, des chercheurs explorant le fond de la mer Baltique ont découvert un mur de pierre gigantesque dissimulé sous l'eau. Long de 2,5 km, le Blinker Wall pourrait bien être la plus ancienne construction humaine d'Europe. Situé à 20 mètres de profondeur, il se compose de quelques 1400 petites pierres. Agencé entre 300 énormes blocs rocheux pesant jusqu'à 142 tonnes. Daté de plus de 10 000 ans, le Blinker Wall est plus ancien que Stonehenge ou les pierres de Karnak. Il aurait été bâti à une époque où la zone n'était pas encore submergée. Les scientifiques pensent qu'il servait à la chasse aux rennes, en guidant les animaux vers un lac où ils pouvaient être capturés. Ah, et puis il y a cette dalle de granit découverte dans la région d'Abydos, en Égypte. On pensait d'abord qu'elle appartenait à 2 dignitaires influents de l'Égypte antique, mais de récentes recherches ont révélé qu'il s'agissait en fait d'un fragment du sarcophage du pharaon Ramsès II, l'un des pharaons égyptiens les plus renommés. Un chercheur a identifié sur cette dalle une gravure précieuse, mentionnant le nom de Ramsès II. Ce grand roi a gouverné l'Égypte il y a plusieurs millénaires. Et après sa mort, son tombeau a été pillé, entraînant plusieurs déplacements de sa dépouille et de ses objets funéraires. Cette découverte indique que certains biens de Ramsès sont resservis après le saccage de sa sépulture. Elle illustre aussi le fait que les tombes de l'Égypte antique faisaient souvent l'objet de pillages, les objets précieux qu'elles contenaient étant ensuite remis à profit. Tout récemment, un événement inattendu a eu lieu lors d'une fouille menée à Norton Disney, en Angleterre. Alors qu'un bénévole du club local d'histoire et d'archéologie recherchait des pièces anciennes et des broches, il a mis au jour un étrange dodécaèdre romain. Ce petit objet creux, composé d'un alliage de cuivre et présentant 12 faces pentagonales, était enfoui depuis 1700 ans, mais son état de conservation était étonnant. Plus de 30 spécimens similaires ont été retrouvés au Royaume-Uni, sans que personne ne sache avec certitude à quoi ils servaient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'outils de mesure ou de calendriers, tandis que d'autres y voient des objets rituels. Le groupe de Norton Disney estime pour sa part que ces dodécaèdres étaient probablement des symboles liés à des cérémonies religieuses, car la plupart ne présentent aucun signe d'usure lié à un usage quotidien. En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles,
se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920. De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait deux métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm König, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits.
Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Begong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Begong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés, témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxi-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun n'a été identifié comme une preuve indéniable de contact précolombien. Ainsi, le mystère de l'origine de cette tête demeure irrésolu. En creusant une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers découvrirent un objet en forme de cale, désormais célèbre sous le nom de cale en aluminium d'Ayoud ou coin d'Ayoud. À côté, se trouvaient des os de mastodontes, ces ancêtres des éléphants qui vivaient il y a 11 000 ans, suggérant que la cale pourrait être du même âge. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin est fait d'aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle. La production d'aluminium nécessite une chaleur intense. De plus, la cale est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, indiquant qu'elle est là depuis des centaines d'années. Certains pensent qu'elle aurait pu tomber d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une supercherie, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme pour un usage inconnu.